On va se faire un petit épisode. On a 20 minutes. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jamais assez présenté par Physio Vélo. Cette semaine, je vous fais un tout petit épisode de questions-réponses. Merci à toutes celles et ceux qui ont laissé des commentaires sous la dernière vidéo YouTube lors de notre dernier épisode de Q&A. Alors, sans plus tarder, je vais répondre à des questions. C'est parti! Alors, première question aujourd'hui sous la vidéo du Q&A. Alors, comme vous le réalisez, si vous voulez vous aussi mettre vos questions-réponses et qu'elles soient répondues dans nos épisodes du podcast Jamais assez, allez sous la vidéo YouTube de l'épisode, sur la chaîne Physio Vélo et laissez votre commentaire sous cet épisode afin que j'y réponde dans le prochain épisode de questions-réponses. Alors, première question aujourd'hui de Julien. Salut Guillaume, merci pour tes vidéos et tes podcasts. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle mode des manivelles plus courtes? Eh bien, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle mode? Premièrement, ça tient à la question pourquoi les professionnels ont des manivelles plus courtes sur leur vélo. En général, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est aller chercher un avantage aérodynamique. On appelle ça des marginal gains, donc des gains marginaux qui sont bénéfiques principalement pour les athlètes de très, très haut niveau, puisque ça peut faire la différence entre gagner ou ne pas gagner une course. Donc, qu'est-ce que ça fait une manivelle plus courte? Bien, en général, ça permet d'avoir une position du tronc. Donc, le cycliste ou la cycliste peut être plus penché vers l'avant. Puisque la manivelle est plus courte, la jambe va remonter moins haute, proche de l'abdomen et va permettre justement à la personne qui utilise le vélo d'être dans une position plus agressive. La question, c'est est-ce que les cyclistes amateurs devraient faire ça? Je pense que c'est ça la question qui se cache vraiment derrière. Est-ce qu'il y a des avantages? C'était la suite de la question à Julien. Les avantages, bien, ils sont nombreux, je pense, pour les cyclistes professionnels, mais pour les amateurs. Quand est-ce qu'on devrait faire ça? C'est la question. Je pense que les cyclistes amateurs devraient penser à cette option-là lorsque, par exemple, on a des pathologies de hanche chez les cyclistes avec, parfois en âge plus avancé, des conditions d'arthrose à la hanche qui, justement, on a de la difficulté peut-être à améliorer la mobilité de la hanche, mais on peut travailler l'aspect de la quantité de mouvement à la hanche en diminuant la longueur de la manivelle. Donc ça, c'est très important, je pense, de commencer par savoir que c'est comme un quick fix. Il n'y en a pas beaucoup dans l'industrie du bike fitting puis dans le domaine de la santé, mais un quick fix pour un problème de hanche, je pense que ça peut être évidemment, on veut traiter la hanche, mais on peut raccourcir la manivelle pour se rendre plus vite vers une fonction optimale cycliste, mais il ne faudrait pas penser que ça nous décharge de la responsabilité de faire des exercices puis de travailler notre mobilité de la hanche. Donc ça, c'est très, très important. Si on change de vélo, est-ce que c'est intéressant de prendre cela en compte? Bien, c'est vraiment ça, Julien, effectivement, la fin de la recommandation. Puis pour répondre à ta question, bien, je terminerai sur ça. Je dirais que c'est surtout une recommandation qu'on fait en clinique ici chez Physio Vélo. C'est une recommandation qu'on fait chez les clients. On leur dit lors du prochain vélo, étant donné, par exemple, que moi, je fais 5 et 9, je fais 173 cm. C'est peut-être 5 et 8, hein? On aime ça se grandir, mais bon. Tout ça pour dire qu'à ma taille, bien, je préférerais avoir des manivelles plus courtes. J'ai des hanches qui sont dans la moyenne de la mobilité, mais c'est sûr que si je veux avoir un vélo de triathlon puis que je veux avoir une position plus aérodynamique, bien, je vais peut-être réussir à atteindre cette position aérodynamique-là plus facilement avec une manivelle de 165 qu'avec une manivelle de 170 ou 172,5 qui peut être livrée stock sur le vélo que je vais acheter. Donc oui, c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte lorsqu'on s'achète un prochain vélo. Si on a besoin, numéro 1, d'aider notre hanche à avoir un petit peu moins de mouvement parce qu'on a un problème au niveau de notre mobilité de la hanche, ou si on fait partie du 1% qui a besoin de marginal gain pour améliorer ses performances et idéalement gagner une course. Donc, merci Julien. Première question répondue. On enchaîne. N'oubliez pas, je vous fais ma petite publicité là, de vous abonner à l'infolettre Physio Vélo si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est côté geek de prise en charge, blessures cyclistes. C'est vraiment dans l'infolettre Physio Vélo. Vous allez retrouver le lien sous le podcast. C'est vraiment dans l'infolettre qu'on va discuter avec vous aux 2 à 3 semaines de sujets passionnants, puis on va aller vraiment en profondeur pour vous aider à comprendre les pathologies cyclistes. Donc, question numéro 2, c'est parti. Bonjour Guillaume, tout d'abord, merci. Bon, vous êtes vraiment gentil, là. J'adore ça quand vous me remerciez. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Il y a 2 mois, j'ai réalisé une étude posturale avec un Français que tu as formé. Oui, on fait de la formation en Europe. Merci JC de me permettre de plugger qu'on fait de la formation en Europe. Ça me rend bien heureux. Fait que oui, on retourne cette année en 2024. En novembre 2024, on va être avec la FFC, la Fédération française de cyclisme. On enseigne le positionnement cycliste. On enseigne aux gens à devenir des physio-vélos, à démarrer leur carrière puis avoir un métier passionnant dans le monde du vélo. Donc, on retourne à notre question. Je peux enchaîner des heures en selle bien plus confortablement qu'auparavant. Bon, ben ça, déjà là, c'est une bonne chose, hein, c'est ça qu'on veut. Selon moi, un axe d'amélioration significatif serait d'avoir des selles à essayer dans les labos physio-vélo. Cela permettrait de maximiser les effets positifs d'une étude posturale. Question pour un prochain podcast. Bon, je vais commencer par répondre à la question des selles. Les labos physio-vélo, là, est-ce qu'on ouvre des franchises à travers le monde?
maybe. Peut-être pas tout de suite, mais sachez qu'effectivement, nous, à la clinique Physio-Vélo, sur la rive sud de Montréal, au Québec, on a des dizaines et des dizaines de modèles de selles pour effectivement améliorer l'efficacité de nos études posturales pour arriver à donner confort et performance le plus rapidement possible à nos clients. C'est effectivement, je pense, une caractéristique très importante lorsqu'on veut donner un service de bike fitting, d'avoir plusieurs selles de disponibles pour aider les clients à devenir plus confortables plus rapidement parce que les changements de selles, ça doit être à peu près 20 à 25 % des clients qu'on voit en clinique consultent pour des douleurs périnéales, consultent pour des douleurs au niveau de la selle et donc ont besoin souvent de changer de selle parce qu'elle est soit pas de la bonne largeur, soit pas de la bonne forme. Bref, elle ne convient pas. Merci, JC, pour cette question. Je termine avec la deuxième partie de ta question. Question pour un prochain podcast. Que penses-tu des selles à impression 3D? Le prix est-il justifié par rapport aux apports qu'elles peuvent apporter? Bien, ça, c'est une question très large. On parle d'un produit de niche ici qui se détaille assez cher. Les selles à impression 3D, c'est vraiment intéressant puisque, bon, maintenant, on a même des selles qui sont faites sur mesure. La seule chose, c'est qu'il faut voir ça comme des étapes. Pour moi, d'aller dépenser une selle hautement adaptée, customizable, une selle sur mesure, par exemple, je crois que ça doit être fait en dernier recours après avoir fait les étapes de base. Fait que c'est comme quand on traite un patient pour une douleur de course à pied, bien, la première chose à faire, c'est de questionner, gérer le volume de course à pied, questionner les antécédents. Lorsqu'on fait un bike fit et qu'on s'adresse à la selle, bien, la première chose, c'est de vérifier, bon, est-ce qu'on a des habitudes, par exemple, d'hygiène au niveau de l'entrejambe qui sont bien faites? Est-ce qu'on utilise un cuissard? Est-ce qu'on utilise des sous-vêtements? Est-ce qu'on a fait un ajustement de la hauteur du recul puis l'inclinaison de la selle? Est-ce qu'on a fait la mesure de la largeur des ischions pour trouver une selle qui est de la largeur adéquate? Et est-ce qu'on a testé des selles qui sont de prix disons, normaux entre 100, 200 $, 100, 200 € sur le marché. Est-ce qu'on a fait ces tests-là avant d'aller vers un produit qui est 3 à 4 fois le prix? Donc, je pense que l'important, c'est, oui, les selles à impression 3D, c'est intéressant. Il y a des gens pour qui ça va convenir, mais je pense pas que c'est la panacée, puis je pense pas non plus qu'on devrait commencer par... souvent, on a l'impression, puis moi, le premier, quand je fais des podcasts, j'achète des super bonnes caméras, mais encore faut-il savoir les utiliser. Des fois, on est mieux d'engager des gens qui sont compétents. Fait que, bref, je fais un peu l'allusion que de dépenser sur une selle, souvent, on aimerait ça que ça règle nos problèmes de positionnement, mais si vous achetez une selle très dispendieuse et que vous continuez de la positionner de manière inadéquate par rapport à votre corps, cette selle-là ne va pas régler vos problèmes. Donc, voilà mon opinion sur les selles 3D. Je pense que c'est un nouveau produit très intéressant et je pense que ça vient en complément de ce qui est déjà offert sur le marché qui, dans la plupart des cas, va permettre à la majorité des amateurs cyclistes d'être confortables sur leur vélo. Merci pour votre écoute. C'était la deuxième question. On enchaîne. Troisième question. Merci. C'est tout très, très intéressant. Merci pour tout ce que tu fais, Guillaume. Encore une fois, merci à vous de commenter. Comment fait-on pour faire en sorte que la selle soit bien au niveau? À partir de quel endroit sur la selle doit-on prendre les mesures? Alors ici, on a quelqu'un qui nous pose une question qui est vraiment... probablement la question que je reçois le plus souvent. Encore cette semaine, j'étais au Mardi cycliste de la Chine. J'ai eu beaucoup de questions sur comment je fais pour savoir si ma selle est de niveau. Bon, la première chose à savoir, c'est que le niveau d'une selle, on n'a pas besoin de mettre ça à 0 degré d'inclinaison ou à un degré particulier. Le niveau d'une selle doit permettre à la personne qui utilise la selle d'être stable sur son vélo. Ça veut dire qu'on est dans une résolution de problème qui est complexe puis qui implique un humain. Donc ça veut dire qu'en général, je peux vous donner les grandes lignes, là, je sais que c'est ça que vous voulez, les selles de vélo vont se situer entre -3 et +3 degrés d'inclinaison. Donc des fois, là, le nez de la selle peut être vers le haut. Oui, effectivement, pour stabiliser un cycliste, ça se peut vraiment qu'on utilise cette technique-là. Puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va mettre de la pression sur les parties génitales, sur le périnée. Donc le nez de la selle peut être vers le haut à +3 degrés. Peut aussi être incliné vers le bas à +3 degrés vers le bas. Bon, on a des exceptions, mais disons que la majorité des cyclistes vont se retrouver dans cette inclinaison-là. Donc, pour revenir à la question de M. Belland, comment fait-on pour faire en sorte que la selle soit bien au niveau? Bien, la question, c'est vraiment vous. Comment vous faites pour être bien supporté par la selle? Parce qu'au niveau, j'ai comme l'impression que la question que vous sous-entendez, c'est comment je fais pour ne pas glisser sur la selle. Puis ça, c'est une question vraiment, vraiment importante. Je suis d'accord avec vous. Comment on fait pour ne pas glisser sur une selle? Plusieurs choses, mais je pense que c'est vraiment la question qui se cache derrière la question que vous posez, M. Belland. À partir de quel endroit sur la selle doit-on prendre les mesures? C'est la deuxième partie de votre question. Donc,
pour ne pas glisser sur une selle, ce que vous devez faire, c'est avoir une selle qui est à la bonne hauteur. Si on est trop haut sur la selle, on va avoir de l'inconfort au périnée, aux parties génitales, au plancher pelvien, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe. Ce qui va arriver, c'est que si la selle elle est mal positionnée, on va être inconfortable, donc on va se promener sur la selle, donc on va avoir l'impression probablement qu'on a un problème au niveau du positionnement de la selle. Comment on fait pour ne pas glisser sur la selle? Bien, idéalement, il faut que lorsqu'on pédale sans les mains, OK, je vais vous donner le truc, le truc là, infaillible qu'on utilise en clinique qui est très, très simple, c'est vous mettez par première étape, mettre votre vélo de niveau sur un plancher qui est de niveau. Et ensuite, une fois que vous avez fait la mise à niveau de votre vélo, vous allez pédaler sur votre home trainer, sur votre base d'entraînement, et vous allez pédaler sans les mains, le tronc bien droit sur votre vélo, et vous allez ressentir subjectivement, donc selon votre perspective, est-ce que vous glissez ou non sur la selle. Si vous avez tendance à sentir que vous êtes sur une pente, sur un toboggan, sur une glissade, eh bien, probablement que votre selle est trop inclinée vers le bas. Et là, ce qui va arriver, c'est peut-être, vous allez me dire, oui, mais si je remonte le nez de la selle, ça me rend inconfortable au niveau des parties génitales. Et c'est à ce moment que je vous répondrai, eh bien, mes amis, vous faites partie de la triade malheureuse. Vous pouvez aller lire notre article de blog le plus populaire de tous les temps sur le site web Physio-Vélo. La triade malheureuse, c'est que dans le fond, votre selle, elle est trop haute. Donc, si la selle elle est trop haute, vous avez incliné le nez de la selle pour dégager votre périnée, mais vous avez échangé 4,30 sous pour une pièce, comme on dit au Québec. Donc, vous avez échangé votre problème pour un autre et maintenant, vous glissez vers l'avant. Vous avez peut-être trop de poids dans vos mains, ce qui vous rend inconfortable. Donc, tout ça pour revenir à notre question. À partir de quel endroit sur la selle doit-on prendre les mesures? Eh bien, M. Belland, la mesure que je prendrais, c'est toujours à la clinique, ce qu'on utilise, c'est une mesure de référence parce que ce qu'on veut, c'est une mesure de suivi dans le temps. Je ne veux pas arriver à 0 degré. Ce que je vais faire, c'est que, par exemple, si vous vous présentiez en clinique, que vous me donniez votre réponse, subjectivement, je glisse vers l'avant, Guillaume, je suis inconfortable. Parfait. Je vais mettre une planche très droite sur votre selle. Je vais mettre un inclinomètre numérique. Je vais obtenir une mesure de lecture qui pourrait être, par exemple, 2,6 degrés d'inclinaison, le nez vers le bas. À ce moment-là, je vais prendre votre selle, je vais changer l'inclinaison, je vais mettre 0,5 degrés de moins. Je vais mettre 2,1 degrés le nez de la selle vers le bas et je vais vous demander de remonter sur le vélo et de retester si on glisse. Si la réponse est je glisse encore, mais beaucoup moins, je sais qu'on est dans la bonne direction. Je vais refaire ces étapes jusqu'à temps que vous soyez confortable sur la selle et qu'on ne glisse pas. Ensuite, on va poursuivre le positionnement cycliste. Si vous avez des inconforts au périnée, bien, vous vous doutez de ma solution que je vais vous proposer. Je vais aller tester une hauteur de selle de 2 à 3 mm moins haute pour vous permettre de soulager le plancher pelvien. Donc voilà, à partir de quel endroit doit-on mesurer? Ça dépend de ce qu'on veut, mais moi, ce que je veux, c'est une mesure de suivi pour vous permettre d'être stable et confortable sur la selle. Donc voilà, c'était la question 3. Si vous reste de l'énergie, je vous propose encore un petit 5 minutes. Je vais essayer de faire une autre question. Donc, on a Fred qui nous dit « Bonjour, j'ai systématiquement mal au périnée quand je dépasse 2 heures de vélo, surtout en montée. Malgré 2 bike fitting, je me suis blessé lors de ma dernière sortie avec des douleurs au périnée qui durent depuis plus de 3 semaines et ne s'améliorent pas malgré l'arrêt total du vélo. Connaîtriez-vous quelqu'un aux alentours de Nice, en France, qui pourrait éventuellement m'aider avec ce problème? » Eh bien, Fred, j'ai déjà commenté il y a 2 mois sous la vidéo pour que vous puissiez aller rechercher sur notre carte de référencement tous les professionnels certifiés en France au physiovélo.com. Mais je vais quand même tenter de vous donner quelques conseils judicieux pour vous aider si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire votre étude posturale. Donc, j'ai mal au périnée quand je dépasse 2 heures. Bon, la première chose que je vais faire en clinique, si j'ai quelqu'un qui se présente avec ça, bien, je vais devoir poser des questions plus spécifiques. Est-ce qu'on parle d'engourdissement? Est-ce qu'on parle d'inconfort, de frottement? On va devoir préciser aussi, est-ce que c'est pénis? Est-ce que c'est testicule? Est-ce que c'est l'appui au niveau des ischions? Donc, on va devoir aller en profondeur un petit peu dans les symptômes parce qu'à chaque fois que je vais faire une intervention, bien, l'intervention va être différente d'un cycliste à l'autre. Puis, je vais commencer par le motif de consultation, puis je vais devoir définir spécifiquement quel est le motif de consultation. Finalement, quelle est la chose qui vous empêche de faire du vélo? Quel est le symptôme? Quel est le symptôme qui vous empêche de faire autant de vélo que vous voulez? Dans ce cas-là, on va commencer avec mal au périnée. C'est un peu vaste, mais je vais quand même vous donner des astuces. Donc, malgré 2 bike fitting, moi, je vous dirais dans la culture du bike fitting, malheureusement, on a souvent affaire à une culture qui a tendance à placer les selles très hautes. Donc, la première chose que je ferais si j'étais vous, c'est que pour tester si la hauteur de selle est en cause, je vous proposerais de mettre un petit ruban, un petit chatterton, un petit scotch tape 5 mm plus haut que l'insert de votre tige de selle et d'aller tester une hauteur de selle 5 mm plus basse.
si vous mettez 5 mm de moins sur votre hauteur de selle et que vous allez tester et que finalement, ça prend 4 heures avant d'avoir de l'inconfort au périnée, bien, vous avez une réponse. Votre hauteur de selle était en cause dans l'apparition de vos symptômes. Donc, je crois que c'est important de comprendre la culture cycliste pour bien pouvoir répondre à cette question. Cette tendance-là de mettre les selles un peu trop hautes, c'est 90% des interventions ici quand je change une hauteur de selle à la clinique, là, sur les 1700 bike fit qu'on a fait en 2023 puis les plus de 2000 bike fit qu'on va avoir fait en 2024, mais dans 90% des cas, le plus souvent, c'est on va baisser la hauteur de selle. Quelquefois, on doit la remonter, mais la plupart du temps, la culture du bike fitting, les conventions font que les selles sont légèrement trop hautes, puis des fois, c'est juste une question de quelques millimètres. Donc, avec des douleurs au périnée qui durent depuis plus de 3 semaines et ne s'améliorent pas malgré l'arrêt total du vélo, eh bien là, Fred, si on a besoin de 3 semaines et que nos symptômes ne se résorbent pas, on est rendu à une étape plus avancée. On a besoin, puis là, c'est là qu'il faudrait spécifier les symptômes, mais c'est pas normal d'avoir mal au périnée comme ça puis d'avoir des douleurs qui subsistent. Donc, ça va être intéressant, ça va être important d'aller consulter puis d'aller aller chercher l'aide d'un professionnel, je pense, le plus rapidement possible pour justement pouvoir vous aider à avoir moins de symptômes. Parce qu'après 3 semaines, si on a des inconforts, des engourdissements qui persistent, est-ce que c'est le nerf pudendal? Est-ce que c'est autre chose? Bien là, on est vraiment dans une autre catégorie de problème. Puis je pense que ça va être important pour vous d'aller chercher de l'aide. Donc, si vous êtes à l'écoute de ce podcast, si vous regardez ce podcast, assurez-vous de comprendre puis de connaître c'est quoi les bonnes et les moins bonnes nouvelles, des douleurs là, qui persistent, surtout au périnée, plus de 24 heures après l'arrêt du vélo, c'est pas normal. Donc, c'est pas normal d'avoir mal au périnée comme ça. C'est pas normal non plus de rouler avec des douleurs. Donc, faire un positionnement, vous pouvez utiliser notre carte de référencement. Je termine cet épisode de Q&A en vous remerciant de toutes vos excellentes questions et je vous invite à mettre les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans le prochain épisode sous la vidéo YouTube. Vous allez sur la chaîne Physio Vélo. Déjà 31 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Vous êtes vraiment fidèles. Merci beaucoup. Vous mettez vos commentaires sous la vidéo YouTube et j'y répondrai dans le prochain épisode qui va sortir dans environ 2 mois. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette. N'oubliez pas de nous écrire vos excellentes questions. Je finis ça en vous remerciant toujours de votre confiance. C'est vraiment un plaisir de pouvoir aider les cyclistes à travers le monde de la francophonie. Merci beaucoup.